On est bon? Et 1, 2, 3, oui, bonsoir. Ouais. Ah, ça fait plaisir. On règle tout bien. Hop là, ça c'est ok. Et on est bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Allez Café, le grand classique. Eh ouais, de retour. Ça y est, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Nous sommes le 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague. Il y a bien Allez Café. Et j'espère que vous avez survécu à cette journée de foire et de blagues en tout genre. Allez Café est de retour. Notamment pour une raison simple, nous sommes en avril, c'est l'heure d'en découdre, c'est l'heure des choses sérieuses. C'est le moment où ça va devenir très très intéressant. À la fois avec les playoffs, à la fois avec la course au tanking, à la fois avec toutes les legacy qui vont être on the line. Moi j'ai bien rechargé les batteries, j'ai profité justement d'un petit moment sur le mois de mars pour recharger à fond les piles et être au max pour vous évidemment et pour toute la commu basket pour vivre de grands playoffs 2024, encore plein de choses qui vont se passer. On vient notamment d'annoncer évidemment le Grand Rex et la viewing party du 20 avril 2024. Le sold out a eu lieu en quelques minutes chrono. Merci à toutes celles et ceux qui ont tout de suite foncé en fait sur la billetterie. Cœur, on se retrouvera évidemment le 20 avril dans 3 semaines. 20 avril 2024 pour vivre ensemble l'opening des playoffs. On sera au Grand Rex, 2500 places avec Alex Bibi et les copains de l'équipe de Trash Talk pour vivre tous ensemble. Il y aura évidemment Parlons Sport, la NBA, Beansport, on sera là pour vivre tout ça. Installez-vous tranquillou. Pour être parfaitement franc avec vous, puisque je le suis maintenant depuis quelques années, hein, ça fait plus de 10 ans qu'on parle en toute franchise. Je suis passé par, comme certains ont pu le voir, par le Japon sur le mois de mars. C'était une petite pause. Ça faisait très longtemps que ce voyage était un petit peu préparé. Et donc, voilà, je ne vais pas m'étaler pendant 500 ans, mais très très grande découverte de la culture évidemment japonaise sur place. Je recommande aux gens évidemment d'aller dans ce formidable pays avec tout le respect que ça nécessite pour ce peuple, pour cette culture et pour tous les gens qui aiment le Japon. Voilà, c'était un peu une claque et je dois avouer que j'avais besoin de temps pour m'en remettre, donc je reprends service officiellement ce soir et ça tombe bien puisqu'on démarre avril ensemble. C'est le meilleur jour de la semaine évidemment, c'est le lundi. Alors oui, on va pouvoir reprendre aussi les habitudes avec les grosses émissions, on va avoir plein de choses. Je suis en train de discuter d'une future édition là avec Simon avant les playoffs. On va avoir de la science-fiction avec Alex et Simon, on va avoir plein de previews de séries avec Alexinator, Léon Ski à la prod, plein de surprises qu'on va vous réserver évidemment. Donc installez-vous tranquillou, bilou. Non, pas d'allergie avec les Sakura, pas de problème bien évidemment. Mais oui, il y en avait quelques-uns des cerisiers en fleurs au Japon, c'était par chance dans certains endroits. Mais voilà, en tous les cas, s'il y en a qui aiment bien le Japon, eh bien n'hésitez pas à partager votre passion. On va pouvoir évidemment parler de plein de choses. Vous avez certainement vu le nom évidemment de l'émission de ce soir. Alors là sur Twitch c'est un petit peu pas mis à jour puisque c'est resté l'addition, mais j'ai parlé notamment sur les réseaux sociaux du fait qu'on allait parler du Thunder ce soir. Et oui, j'ai préparé un exposé long et large. Donc installez-vous tranquillou, il y a la tasse qui est prête. Si certains sont en live, eh bien posez-vous. Ça me fait très plaisir de vous retrouver évidemment dans le chat. Et si vous êtes en replay, eh bien, quel que soit le moment de la journée, on se craque la nuque. On prend une bonne inspiration et on va pouvoir démarrer. Ça passe par quoi évidemment? Ça passe par rappeler que le lundi, c'est notamment l'occasion de féliciter les meilleurs joueurs de la semaine. Ça y est, ils ont été nommés. Luka Doncic dans la conférence Ouest, qui était extraordinaire encore hier soir du côté de Houston. 4 victoires en 4 matchs pour The Don, Luka Magic. 4 victoires, bravo à Luka qui est en train de batailler avec notre ami Nikola Jokic, avec Shai Gilgeous-Alexander, avec Giannis Antetokounmpo pour le titre de MVP. Va-t-il faire le comeback de fou furieux, Luka? On verra. On sait aussi que Dejounte Murray profite plutôt bien, je crois, de l'absence de Monsieur Trae Young. Ça se passe assez bien pour Dejounte Murray qui a été extrêmement clutch cette saison. Il a été là récemment contre Boston et il avait été par le passé notamment en Floride du côté de Miami et juste avant contre Orlando. Donc voilà, Dejounte Murray et Luka Doncic qui sont en train de récupérer les trophées de joueurs de la semaine. Je crois, je laisse les gens confirmer, mais je crois d'expérience
que le trophée de joueur, coach et rookie du mois de mars, il va falloir attendre parce que je crois que la NBA combine, je vous laisse confirmer, je crois que la NBA combine mars et avril. Je ne serais pas étonné que là, dans les prochains jours, on n'ait pas le joueur du mois, le coach du mois et le rookie du mois. Je crois qu'ils vont... Oui, voilà, c'est mi-avril. Magnifique confirmation tout de suite dans le chat. Je crois que c'est bien ça, hein, ce qu'ils essaient de faire, parce que bon, le joueur du mois d'avril, 10 jours de compétition, bravo Jalen Green, merci. Ça, c'est cadeau. Évidemment, les Rockets qui ont dû mettre un terme à leur magnifique série de victoires. On y reviendra dans quelques secondes. On va pouvoir, évidemment, discuter de l'actualité. Juste avant de parler du Thunder en speed, donc les joueurs de la semaine qui sont là. Est-ce que vous avez vu cette nouvelle qui est tombée évidemment dans la journée? Adrien Wojnarowski qui nous a rapporté que Monsieur Joel Embiid pourrait faire son retour cette semaine. Il est attendu, en tout cas, le pivot des Sixers, le MVP en titre, qui n'a pas joué depuis fin janvier à cause d'une blessure au ménisque. On s'en souvient de ce qui s'était passé à Golden State. Eh bien oui, ce n'est pas un poisson d'avril, même si on est le premier. Le Vosges ne ferait pas ce genre de choses. Joel Embiid pourrait rejouer cette semaine. Attention, nos amis les Sixers qui sont dans cette bataille du play-in tournament, on va pouvoir en reparler, mais c'est vrai que ça pourrait être une très très grosse nouvelle. Y a des gens qui n'ont pas envie d'affronter forcément Joel Embiid là dans 10 jours pour un match éliminatoire. Je sais que pour certains c'est une blagounette, mais moi je la prendrai pas trop à la légère quand on voit notamment ce que ça peut donner les Sixers en la présence de Joel Embiid. On sait que pour Joel c'est très important de pouvoir rejouer, retrouver son genou pour des raisons qui dépassent évidemment la NBA. On sait que cet été notamment il est attendu avec Team USA. Cette phrase est assez atroce, mais c'est comme ça hein, évidemment, puisque les choix sont les siens et qu'on les respecte. Joel Embiid est attendu avec Team USA du côté de Paris, ou dirais-je de Villeneuve-d'Ascq pour le premier tour des Jeux Olympiques, avant d'aller, si les États-Unis passent le premier tour, à Paris pour faire les phases finales. Donc, important pour Joel Embiid de tester son genou. Au moment où on parle, messieurs, dames, les Sixers, ils sont 8e de la conférence Est, après une petite victoire notamment du côté de Toronto hier soir, 8e de la conférence Est. Alors, la distance, elle est claire avec Chicago, il n'y a pas trop de problème. On regarde plus dans le pare-brise que dans le rétroviseur. Mais par contre, comme vous pouvez voir, merci Presco pour les petits subs et tous les copains qui mettent des subs, cœur sur vous. Comme vous pouvez le voir là dans le classement, attention, avec Miami et Indiana, tout est encore possible. Indiana et Miami vont devoir conserver cette distance avec les Sixers. Elle est courte, hein, il y a 2 défaites. Vous voyez là d'écart. Philly pour le moment est plus pressenti à jouer le play-in tournament. Mais, je voulais vous montrer quand même le calendrier des Sixers. Puisque oui, nous sommes sur les 10 derniers matchs des Sixers. Et autant on a parlé de certaines franchises qui allaient avoir des calendriers compliqués, autant le calendrier des Sixers, messieurs, dames, il y a peut-être, je ne parle pas de remontada de fou furieux, mais il y a peut-être un scénar dans lequel Indiana et Miami doivent un peu suer pour conserver leur place. Match contre le Thunder ce mardi. Match à Miami en fin de semaine. Très bien. Mais ensuite, de quoi on parle? Memphis, San Antonio, Détroit, Brooklyn, et au milieu de tout ça, Orlando. Alors, on va pas se mentir, il y a parmi les pires équipes de toute la NBA cette saison au menu, un petit Orlando dans le coin, mais c'est tout à fait possible qu'avec le retour de Joel Embiid, Philly s'offre un petit finish de fou furieux. Après, on sait aussi que pour les Sixers, depuis fin janvier, hein, vraiment la dynamique, elle a clairement chuté. Et ça s'est senti dans les résultats. Hein. Beaucoup de graphiques qui sont tombés récemment. J'en ai évidemment balancé sur les réseaux sociaux du bilan des Sixers avec et sans Joel Embiid. Ça, c'est triste. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette semaine, c'est tout à fait possible qu'on puisse quand même retrouver Joel Embiid sur les parquets. Et ça, je dois vous avouer que ça fait plaisir. Il fut un temps où tu prenais une superbe lampe et une lampe protocolaire de compagnie, je m'amusais même à les compter sur YouTube. Eh bien, on va respecter les classiques, car oui, on a démarré tout de suite avec le joueur de la semaine et avec le retour de Joel Embiid, mais un Allez Café ne commencerait pas, évidemment, sans une lampe protocolaire, et surtout sans vous demander, à vous, bonsoir, celles et ceux qui m'ont rejoint maintenant, où est-ce que vous êtes situés, comme d'habitude, où vous êtes, est-ce que vous êtes bien installés? Je vois qu'il y en a qui sont de Paris, de New York, formidable, de Pointe-à-Pitre. Bonsoir aux copains de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Saint-Martin, de Toulouse, d'Ardèche, de Lille, de Narbonne, de Tokyo. Bon bah alors là, incroyable, on aurait pu se croiser même, hein, comme on dit. D'Oslo, d'Auxerre, de Bruxelles, d'Ajaccio, d'Argentine, de Suisse, de Porto.
évidemment, mes amis portugais. Vive les Pélicans qui sont dans le coin, évidemment. On va se suivre sur Twitter et continuer à regarder cette belle fin de saison des Pélicans. Très hâte de voir ça. Bonsoir aux copains de Maison Alfort, de Bayonne, de Cherbourg, de Lormont, du Costa Rica encore, pour la vida, évidemment, de Voiron, de Nancy City Beach, et de Saint-Nazaire, évidemment, pour les grands classiques. N'hésitez pas à aller suivre notamment Monsieur Nathan sur TikTok. C'est formidable. Bois d'Arcy dans les Yvelines. Un jour de Thion, Saint-Martin d'Air. Saint-Martin d'Air. Depuis la cave. Et les gens d'Alger et d'Abidjan. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, maintenant qu'on a fait le petit point juste sur les joueurs, évidemment, de la semaine ici avec Luka Doncic, avec Dejounte Murray, puis ce retour attendu de Monsieur Joel Embiid, je vous pose la question, est-ce que vous avez regardé les matchs d'hier soir? On a eu une très très belle fournée, quand même, hein, sur les résultats d'hier, notamment certains qui ont pu observer Denver faire du très très bon travail. On l'avait vu tôt dans la soirée face aux Cavs. On a vu aussi LeBron préchauffer très sérieusement. LeBron. Quand est-ce que cette fuckery va s'arrêter? Excusez-moi, hein, le tweet absolument légendaire de LeBron à 35 ans. Toute cette fuckery devrait s'arrêter prochainement. Eh bien, LeBron continue à mettre des 40 points, à 9 sur 10 à 3 points, en déplacement à Brooklyn. Il adore être à New York. Un exceptionnel match, plutôt une fin de match, je dirais, entre nos amis le Thunder, dont on va reparler, et les Knicks. Y avait-il faute sur Jalen Brunson, les fans des Knicks? Veulent-ils me brûler vif? Ce qui est sûr et certain, c'est que le Thunder a fini fort avec un gros Jalen Williams et avec Shai Gilgeous-Alexander qui met un très très gros shoot pour la gagne. Je sais que certains ont vu Luka Doncic être absolument extraordinaire dans la continuité de son énorme fin de saison face aux Rockets, 47 points. Honnêtement, il aurait pu en mettre 75. Il était énormissime à 3 points des step back dans ta gueule, il n'y avait plus rien à faire. Il y a eu des bonnes affaires, notamment pour Golden State qui a donc profité de la défaite des Rockets pour l'emporter in extremis. Hein. Clay, Steph, Draymond, tout le monde, bon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour battre les Spurs sans Keldon Johnson, sans Devin Vassell et sans Jeremy Sohan? Eh ben, compliqué pour les Warriors, mais quand même qui en ont profité pour créer une petite distance dans la 10e place avec les Rockets. On a vu aussi Miami faire le travail contre Washington. On a vu Philly, dont on parlait à l'instant, faire le boulot contre Toronto, qui ne joue quasiment plus au basketball, excusez-moi. Hein. On a vu Charlotte, un très beau match entre Charlotte et les Clippers, notamment avec ses retrouvailles. Ou plutôt cette découverte, hein, j'ai envie de dire, cette entrevue entre Brandon Miller et Paul George. Brandon Miller porte le 24, Paul George, PG-24. On sait que c'est son GOAT à lui. Beaucoup de comparaisons. C'était forcément très émouvant pour Brandon Miller. Par contre, Paul George, il est arrivé, il a fait t'es gentil. 41 points, 0 ballon perdu, 80% au tir. Merci. Hein. Tu es le Padawan, je suis le maître Jedi. Toujours agréable à voir. Et après, petit jersey swap. On s'est échangé les maillots entre Brandon Miller et Paul George. Forcément, ça sera très marquant pour lui. Et on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui adorent le jeu de Paul George. Pareil, on va en reparler puisqu'on va faire après le reminder et le revival du Thunder et de cette magnifique reconstruction. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Eh bien, on a vu aussi Sacramento faire le travail contre Utah. On a vu Minnesota chier dans la colle. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme. Aïe, 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 les fans des Wolves, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas s'il y a des fans des Wolves qui sont dans le coin. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. On fera du Q&A en fin d'émission. Mais les fans des Wolves, là, vraiment, ils sont un peu en PLS parce que on a vu OKC s'en sortir in extremis à New York. On a vu Denver tabasser les Cavs à domicile. Il fallait que Minnesota l'emporte. Minnesota craque dans le Money Time pour changer, hein, évidemment, les bonnes habitudes des Wolves. Défaite contre Chicago, celle-là, elle fait très très mal. Puisque, on va le voir, au jeu des classements, ça y est, ça commence à devenir très intéressant. OKC, numéro 1 de la conférence Ouest, devant Denver. Hop, le petit X, ça veut dire qu'on a le droit de regarder des films pour adultes. Non, bien évidemment, ça veut dire qu'on est qualifié en play-off. OKC et Denver en play-off, on va reparler du Thunder de retour en play-off, c'était attendu pour Denver, c'était pas forcément garanti pour OKC en début de saison, hein. On va y revenir aussi là-dessus, parce qu'il y en a plein maintenant qui nous disent « Si, t'inquiète, en septembre, j'avais dit que ce serait top 3 ». Pas sûr. En tout cas, on a ce jeu-là. Dans le trio de classement, on a les Clippers qui ont donc fait le travail pour distancer toujours Dallas et New Orleans. Regardez cette belle bataille. Nous sommes peut-être, messieurs, dames, à l'aube d'une série de playoffs encore entre les Clippers et les Mavs en 4-5
Qui ne se souvient pas de Kawhi Leonard versus Luka Doncic? Qui ne se souvient pas de Nico Batum qui était en défense sur Luka Matador pour essayer justement de permettre aux Clippers de battre les Mavs de Luka et de Kristaps Porzingis? C'était il y a longtemps, Rick Carlisle il était coach encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, toujours dans cette bataille au play-in, Golden State, vous voyez qu'il fait le petit écart ici avec Houston. Attention, Golden State et Houston vont jouer notamment contre les Mavs. Houston vient de jouer contre Dallas. Maintenant, ils vont aller en déplacement à Dallas prochainement. Et on a donc les Lakers qui maintiennent ce petit écart avec Golden State et qui essayent de mettre la pression aux Suns et à Sacramento. Ça va être très très serré dans cette conférence Ouest. Le finish va être absolument délicieux. On a fait un apéro complet avec Alex. N'hésitez pas à les consulter. On a notamment fait tout un jeu de pronostics au doigt mouillé en essayant évidemment de savoir ce qui allait se passer sur les 2 prochaines semaines dans la conférence Ouest. Dans la conférence Est, les jeux de classement sont sympas, mais ne sont pas non plus aussi dramatiques. Boston caracole en tête, pas de problème, ça fait le boulot, sauf quand ça affronte les Hawks, bien évidemment. Milwaukee qui essaye de conserver sa petite avance devant Cleveland qui a un petit peu craqué. New York aurait bien aimé profiter justement du gadin des Cavs pour l'emporter. 2 défaites consécutives pour les Knicks. Elles font mal. Une d'abord face aux Spurs. On s'en souvient d'un Victor Wembanyama en 40 points, 20 rebonds. On en reparlera de ça aussi, hein, évidemment. Hein, Victor Wembanyama. J'y pensais tout à l'heure. On va faire une émission bilan de la saison rookie de Victor Wembanyama. Je pense qu'il y a certaines phrases qui vont sortir. Il va falloir être extrêmement précis et clair sur les termes. Parce que, franchement... J'ai l'impression que c'est normal. Voilà, c'est parfaitement normal. Là, il a failli faire un 5x5 la nuit dernière. 40 points, 20 rebonds. Là, bientôt, il a fait 10 contre là, contre Toronto. Et puis avant, il a fait double-double, triple-double. N'importe quoi. N'importe quoi de la part de Wemby. Dans la conférence Est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je le disais, là, les Knicks se sont gamellés face aux Spurs de Victor Wembanyama. Ils se sont ensuite gamellés à domicile face au Thunder, alors qu'ils avaient la possibilité de l'emporter. Malheureusement, après le lay-up de Jalen Brunson, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a mis son gros panier. Attention New York, qui pourrait se faire attraper par Orlando. On en reparlera là aussi dans quelques minutes. Et donc Indiana qui est dans cette bataille avec Miami et Philadelphie. Et puis on va laisser les Bulls et les Hawks jouer avec leur crotte de nez. Excusez-moi, j'ai pas d'autre expression, mais franchement, Brooklyn pue beaucoup trop la merde, excusez-moi, pour pouvoir batailler avec ce genre de groupe. D'ailleurs, il faut continuer à chuter. Hein. Est-ce qu'ils n'ont pas forcément tout leur pic de draft? Toronto qui n'a pas gagné de match depuis 2023. Peu près, hein, 13 défaites de suite pour les Raptors. Voilà, excellent boulot de tanking de la part de Toronto. On a Charlotte qui est toujours au coude à coude avec le FC Procuration de Washington et de Détroit. Très très belle bataille là. Hein. Vraiment là, on va se rapprocher des 67-8 défaites. C'est du très très bon boulot de la part de Washington et de Détroit. Et donc j'en profite pour, au-delà de montrer les conférences, évidemment montrer le classement league-wide, puisque tout en bas de la ligue, vous voyez, il y a cette bataille quand même parmi les daubes, avec Détroit qui pour le moment a le pire bilan. Mais il va y avoir, regardez, cette belle bataille entre Charlotte et San Antonio là. Attention, ça pourrait être très très serré au finish. Portland qui continue à mettre la pression, peut-être pour essayer d'avoir un encore meilleur choix de draft à la loterie qui aura lieu mi-mai. Ce sera à surveiller. En tout cas, comme vous pouvez le voir sur les matchs de ce soir, on en reparlera après l'exposé Thunder. Mais on va avoir comme chaque soir des matchs avec des très très gros enjeux. On le voit là, Charlotte-Boston. Normalement, Boston doit gagner sans problème. Charlotte doit perdre parce qu'ils ont besoin. Détroit et Memphis. Bon bah le premier qui a réussi à garder 2 cartons de suite, il a gagné. Indiana contre Brooklyn. Brooklyn ne veut pas jouer au basket. Indiana doit gagner. Orlando contre Portland. Qu'est-ce que c'est que cette nuit de merde? Bon, c'est pas grave. On a pris un café, donc on restera debout jusqu'à 5h du mat. Chicago-Atlanta. C'est nul. Pourquoi c'est nul? Excusez-moi, il n'y a que moi qui... J'avais pas vu. Le programme de cette nuit est nul. C'est nul. J'essaye à chaque fois de vous hyper de ouf. J'ai le seum absolu. Excusez-moi, je coupe le son. Je viens de prendre un café, m'étant dit formidable. Putain. Je partais avec des bonnes intentions. Je me suis dit, c'est génial, on est en avril, on va se lancer, let's go. Allez, café et tout, il y a les matchs importants. Putain. Bon, bref, il y aura Suns Pélican. Voilà.
Et pour le reste, démerdez-vous. Voilà. Je rage quit. Absolu. Non, évidemment, il y a la NCA à surveiller de très très près. Entre des DJ Burns et des Modiara et d'autres garçons qui vont faire quelques dingueries. Zach Edey, évidemment, dont on reparlera lorsque la draft va se rapprocher. Plein de petits prospects à regarder. Donc évidemment, n'hésitez pas à checker NCAA College Basketball, ou comme on dit chez moi, la compétition où on n'est pas sûr d'avoir une ligne à 3 points au même endroit de part et d'autre. Si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller checker ce qui s'est passé ces derniers jours en NCAA, avec notamment évidemment côté féminine, Caitlin Clark et Angel Reese à devoir regarder en bataille. Mais je crois qu'on a eu ça. Hein. Je laisse les gens confirmer dans le chat. J'ai pas eu le temps d'en faire J'ai pas eu le temps d'en faire un très très gros focus, mais je crois que sur un match de NCAA féminin, la ligne à 3 points n'était pas à la même distance d'un côté du parquet de l'autre. Ouais. Oui, je sais, les horaires sont pas bons, mais c'est parce qu'il y a eu les décalages horaires, il faut que je le fasse avec Léonce, mais voilà. Il y avait bien 30 cm d'écart entre les deux côtés. Je suis très... Vous savez quoi? Allez hop, on va faire les choses de manière très très claire. Je crois que c'est Portland, NCAA, 3-point line. Match de tournoi NCAA féminin à Portland avec des lignes à 3 points qui ne sont pas tout à fait aux mêmes endroits. Où est-ce qu'on va voir ça? Parce que je suis allé sur Google, là, comme un Google. 9 inches short. Non mais vraiment, il y a quelqu'un, j'ai vu qui... j'ai vu quelqu'un, désolé, je suis obligé de montrer cette vidéo. Il y a quelqu'un qui faisait genre... c'est pas Shifumi, mais le chou-fleur, là, avec les pieds. Et qui expliquait genre, non, mais attends, c'est pas à 4,40 m, c'est à 4,50 m, frérot. Regardez, ça me fume. Regardez avec les pieds. Non, vraiment, c'est la séquence du siècle. Attendez, je vous la remets. Je suis sérieux, hein, le mec, il fait chou-fleur. Regardez, pour vérifier. C'est incroyable. 3, 4, 5... Ah ouais, 6. Ah, 6 écarts. Attends, 6 demi... 6,40, on est en l'an de grâce 2024 et le mec qui demande aux gens de bouger, franchement, c'est... T'es mal avec la toise et tout, putain. Concentrez-vous, quoi. C'est un parquet, quoi, les gars. Bon, enfin bref, n'hésitez pas à suivre la NCAA, mais c'était pas pour faire de la mauvaise pub, évidemment. Il y a des très très gros duels, notamment, évidemment, Caitlin Clark et Angel Reese, qu'on a hâte de voir, évidemment, en WNBA. Et évidemment côté garçon avec la fin du tournoi Final Four après la folie du mois de mars aka la March Madness. Voilà pour les petites actualités. Comme dit dans l'énoncé de l'émission de ce soir, petite lampée, excusez-moi, hop là. Je vous ai préparé un exposé. Petit exposé ce soir, voilà, pour... revenir notamment sur la reconstruction du Thunder, puisque une des actualités, donc c'est parti, hein, évidemment, si vous avez des questions, j'y répondrai après. Là, je rentre à fond dans mon exposé, comme ça, il n'y aura pas d'intervention, et il y a plein d'onglets qui sont ouverts, donc j'ai très hâte de vous expliquer tout ça. L'actualité, comme j'en parlais là, c'est le retour officiel du Thunder en playoff. Ça y est, c'est officiel. Nos amis d'Oklahoma City sont de retour en playoff sans passer par la case Play-in Tournament. Ça avait été le cas la saison dernière, ils étaient passés par le Play-in Tournament, malheureusement, ils avaient échoué contre nos amis, si je dis pas de bêtises, de Minnesota, je crois, hein, face à Rudy Gobert, body à l'intérieur. Mais le Thunder, ça y est de retour, et pas de n'importe quelle manière, puisque au moment où on parle, nos amis d'OKC, ils sont quand même numéro 1 de la conférence Ouest. Donc c'est pas un petit retour de 3 fois rien, c'est un retour du Thunder compétitif. Un retour du Thunder qui a très envie de retrouver un peu l'ambiance de 2015-2016. Parce que j'ai l'impression que souvent, on a l'impression que le Thunder a souffert depuis 8-10 ans. Bon, alors qu'en réalité, le Thunder est de retour en playoff, ils y avaient été il y a 3 ans. Hein. C'était notamment en 2019-2020, on va y revenir. Enfin, en tout cas, 2018-2019 et 2019-2020, après, on y reviendra. Mais souvent, dans le souvenir général, on a le Thunder très compétitif avec Kevin Durant, avec Russell Westbrook, 2016, finale de conférence. Ils ont battu les Spurs en demi, ils se retrouvent face à Golden State, 3-1 lead, et ça perd, et Golden State va en finale NBA et échoue après avoir eu là aussi un 3-1 lead, et puis Kevin Durant va rejoindre les Warriors. Et donc,
on a eu plusieurs années à la fois assez excitantes et en même temps compliquées pour le Thunder, parce qu'on a eu des années avec Russell Westbrook en front, mais c'était pas un Thunder très compétitif. C'était un Thunder combatif, mais pas un Thunder qui allait chercher la bague et qui était pris au sérieux parmi les gros contenders type, en l'occurrence, on avait Golden State, on avait Cleveland, on a eu ensuite Toronto, etc. Et donc, l'actualité pour les fans du Thunder, c'est félicitations, vous êtes de retour en playoff. Ce qui me permet de dire, d'ailleurs, que je risque de faire une émission prochainement, et je vous fais ce spoiler parce que c'est une émission que j'ai très hâte de faire. J'ai proposé à Alex de faire cette émission, mais je ne sais pas si on aura le temps, donc je vais probablement la faire en Alley Café. C'est le thème suivant: quel fan de quelle franchise souffre le plus? Parce qu'il y a une phrase que je vois beaucoup circuler en ce moment, c'est « ouais, putain, qu'est-ce qu'on a souffert et tout ». Temps mort. Il y a des franchises et des fans qui disent « oh là là, qu'est-ce qu'on a souffert ». Pour moi, si t'es fan du Thunder et que tu dis « t'as souffert, qu'est-ce qu'on a souffert », calme. Ça veut pas dire que ça a été de tout repos et de toute joie, hein. Évidemment, il y a eu des choses pas faciles, il y a eu de la critique médiatique, on a été les premiers aussi à vider des seaux de merde sur le Thunder quand ça n'allait pas, quand il y a eu des interrogations, on va y revenir. Mais, doucement, moi, je pense qu'il y a un moment où ce serait bien de faire une très grosse émission, voilà, où on va pouvoir vous poser la question, si vous êtes fan des Wizards par exemple, ou si vous êtes fan des Pistons, ou si vous êtes fan des Wolves, ou des Hornets, ou ne sais-je, quelle est la fanbase qui souffre le plus ? On y reviendra, mais c'était juste une petite parenthèse pour dire que là, le Thunder retourne en playoff, ça va, le niveau de souffrance, je crois, a été assez léger. Mais c'est le retour pour une franchise qui est assez jeune, hein, parce que on débarque de Seattle à la fin des années 2000, qui retourne en playoff, et qui est donc une des franchises avec le plus d'apparitions en playoff depuis 2010. Vous le voyez, c'est la deuxième équipe avec le plus de participation en playoff depuis 2010, avec cette 12e participation donc. Maintenant, si on refait tout l'historique, je voulais démarrer à partir d'une date précise, et ça va commencer évidemment avec cette photo. Est-ce que vous vous souvenez de ce trio? Nous sommes bien évidemment à la saison 2017-2018, qui n'a pas un petit peu frissonné devant la perspective d'un trio Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Paul George. C'était, eh oui, ça fait mal aux gencives, mais mesdames et messieurs, c'était il y a 7 ans, 6-7 ans, déjà, qu'on avait Carmelo Anthony avec Russell Westbrook et avec Paul George du côté d'Oklahoma City. Les perspectives étaient très très bonnes, on voyait cette équipe d'OKC justement qui voulait bien faire, et cet effectif de 2007-2018, c'est un effectif qui va finir 4e de sa conférence Ouest, avec notamment quelques petits soucis en termes d'intégration de Melo. On s'en souvient, Carmelo Anthony qui est pas sûr de vouloir jouer en sortie de banc, il y a des affaires personnelles, il y a de l'ego qui rentre en jeu, on voit Westbrook et Paul George qui essayent de trouver un petit peu leur rythme. Malheureusement pour le Thunder, souvent les gens ont tendance à confondre un petit peu les années et les éliminations. Ce Thunder là, il va se faire éliminer par qui? Est-ce que certains Waouh! Il y en a qui sont déjà en train de répondre dans le chat. Est-ce que vous vous souvenez par qui ils se font sortir au premier tour des playoffs? C'est en effet le Jazz de ces trois garçons notamment. Il y a Rudy Gobert évidemment qui est là, mais les trois très grands protagonistes sont aussi du Jay Crowder qui est à Utah. C'est Ricky Rubio qui tient tête à Russell Westbrook au premier tour des playoffs. On a Donovan Mitchell qui est rookie, qui débarque et qui est phénoménal. Et on a Joe Ingles qui fait du front contre front avec Paul George. Et c'est une très très grosse désillusion pour le Thunder, puisque ce Thunder, avec notamment Carmelo Anthony, avec Paul George et avec Russell Westbrook, ce qui était quand même une des grosses headlines de cette saison 2017-2018, eh bien elle s'incline au premier tour. C'est quand même un peu compliqué. Mais en effet, tu finis avec 48 victoires et t'es 4e, donc il y a des perspectives qui sont intéressantes. Pour Sam Presti, dont on va parler évidemment plus d'une fois sur cet exposé, pour Sam Presti, c'est le moment où il va falloir commencer à pivoter. C'est-à-dire que Sam Presti est déjà sur une forme de transition après ce qui s'était passé avec le départ de Kevin Durant. Kevin Durant est parti à l'été 2016, il y a eu Russell Westbrook qui a été conservé, qui a fait une saison de malade avec Victor Oladipo, avec Enes Kanter, on s'en souvient, et puis ensuite on lui offre de l'aide avec Paul George, on fait un test avec Carmelo Anthony, mais ça ne marche pas. Et on est sous la houlette de monsieur Billy Donovan, à l'époque, qui aujourd'hui régale les fans des Bulls. Et donc,
Malheureusement, cet essai ne fonctionne pas. Alors, êtes-vous capable de me dire dans quelle franchise mythique Carmelo Anthony va être transféré? Et il y en a qui ont bon. En effet, il existe un maillot collector de Carmelo Anthony avec les Atlanta Hawks, qu'il n'a jamais porté, évidemment. Mais Carmelo Anthony ne va pas porter, évidemment, le maillot des Hawks. Il va être jeté, en quelque sorte, par nos amis du Thunder. Et ça va être le début d'une très, très grosse période difficile pour Carmelo Anthony, hein, puisqu'on le sait, ensuite, il va être un petit peu booté de la NBA. Il y a plusieurs effectifs qui vont un petit peu rechigné à l'idée de le signer. On aura Portland qui va le récupérer par la suite. Mais donc, pour ce Thunder-là, qui essayait d'avoir un trio Russell Westbrook, Paul George, Carmelo Anthony, aujourd'hui, ça sonne de manière rigolote pour plein de gens. Mais en 2017-2018, on ne savait pas comment on allait pouvoir défendre sur un trio pareil. En l'occurrence, Utah a montré qu'il y avait le Utah de Quinn Snyder, de Donovan Mitchell, de Rudy Gobert, de Ricky Rubio, de Jay Crowder, de plein de vétérans qui sont autour. Eh bien, ça va justement mettre à mal le Thunder de Billy Donovan. Et pour autant, puisqu'on fait un exposé et qu'on fait du date par date, lorsque les fans du Thunder ont récupéré Paul George et ont vu la première année de Westbrook et Paul George, la première idée c'est de savoir est-ce que Paul George va prolonger. Et le 1er juillet 2018, c'est une date qui est hyper importante puisque certains se souviennent de cette photo absolument mythique, Paul George envoie cette photo notamment sur Instagram où il dit « Unfinished business » avec Russell Westbrook, « I am here to stay » exactement. Et donc, c'est la fameuse soirée lors de laquelle, dans un événement, en live, Paul George annonce qu'il va prolonger à OKC. Et à ce moment-là, il y a plein de fans du Thunder qui disent « Let's fucking go ». Paul George, il a prolongé au Thunder, ça va être fortiche. On a Russell Westbrook qui est en triple-double de moyenne. On a Paul George qui va prolonger. Il y avait eu des épisodes qui avaient été tournés autour de Paul George, format de The Decision un petit peu pour savoir comment ça allait se passer. Et donc, on voulait voir justement si ce Thunder-là, avec Paul George et Russell Westbrook, sans Carmelo Anthony, pouvait fonctionner. Donc, on démarre la saison 2018-2019, après la saison 2017-2018 où tu es sorti au premier tour face au Jazz, et on a un Thunder qui gagne un petit peu plus, 49 victoires pour 33 défaites, sachant que regardez la terrible conférence Ouest, 49 victoires pour 33 défaites, t'es 6e de l'Ouest à l'époque. 6e. 6e de la conférence Ouest, c'est une équipe du Thunder qui est assez intéressante parce que pour celles et ceux qui peut-être débarquent là, on a le droit à un groupe avec du Jerami Grant, jeune Jerami Grant, qui essaie de trouver sa place et qui est hyper intéressant en développement. On l'avait vu à Philadelphie et qui se développe bien justement à OKC. On a Dennis Schroeder, qui a été récupéré notamment, si je l'avais dit, dans le trade de Carmelo Anthony, qui devient une des assurances en backup de Russell Westbrook à la main. On a les débuts hyper excitants de Terrence Ferguson, on a Alex Abrines, on a l'aide de Patrick Patterson, on a un peu de Raymond Felton. Enfin bref, il y a beaucoup de joueurs qui viennent justement aider ce Thunder à la fois hyper athlétique et robuste. Et là, la saison 2018-2019, eh ben, je vois que certains le mettent tout de suite dans le chat, c'est l'année de Monsieur Paul George. Il est dans le trio de finalistes du candidat MVP. Et oui, je sais, certains vont ensuite parler de playoffs, mais on n'y est pas encore. Paul George, je pense que certains débarquent peut-être ces 3-4 dernières années sur la sphère NBA et venez, n'hésitez pas, même ceux qui débarquent là avec Wemby, montez à bord du train, et notamment du train Thunder. Mais est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de la saison de Paul George 2018-2019 ? Je veux dire, c'était le prime absolu de Paul George. Et en termes de beauté de jeu et de niveau de jeu soir après soir, moi j'étais sur le cul. Il était incroyable. Et très honnêtement, KD a joué à des niveaux exceptionnels avec le Thunder au début des années 2010. On voit là Shai Gilgeous-Alexander qui évolue à un niveau stratosphérique avec le Thunder. Pour moi, esthétiquement, le Paul George de 2018-2019 avec le Thunder, je pense qu'il est capable de mettre les deux à côté et de dire « c'était moi le plus beau à avoir joué ». Le Paul George du Thunder, c'était incroyable. Incroyable. Saison régulière, certes, mais il était incroyable. Il était à un niveau, c'était la confiance absolue. Il y a quoi ? Il y a 28 points, je dirais, de moyenne. Je vais revoir ça. C'est le Paul George
qui est ultra clutch à Brooklyn. 28 points, 8 rebonds, 4 passes de moyenne, à 39% à 3 points, en étant très très propre, pas trop de ballons perdus. Il est parfait dans tellement de registres du jeu. Il défonce en plus en défense comme en attaque. Enfin, vraiment, c'était ce qui a mené ensuite à plein de joueurs comme Brandon Miller de vouloir dupliquer son registre de jeu. Donc, c'est une saison qui est hyper intéressante pour le Thunder parce qu'on voit Paul George, en sortie de sa prolongation, montrer qu'il est un candidat MVP. Donc, tu te dis, mais attends, mais let's go. Je veux dire, le Thunder, ça va marcher. Malheureusement, les timings sont parfois hyper importants. Et on ne cesse de vous répéter que les finishes sont parfois encore plus importants que les débuts. Blessure à l'épaule de Paul George. Compliqué pour lui de développer le même rythme de production et type de jeu que le niveau de MVP qu'il avait au début de saison. Le Thunder qui dégringole un petit peu. On les voit là, ils chutent, pendant qu'une autre équipe monte. Désolé, c'est une émission certes spéciale Thunder, mais il faut ressortir les images. Premier tour face à Portland. Portland de CJ McCollum. Portland de Enes Kanter. Portland de Monsieur Damian Lillard, bien évidemment. On voit ici sur la photo du Russell Westbrook, du Paul George. That's a bad shot. On a plein de garçons du côté de Portland, des légendes absolues, qui sont là évidemment pour essayer de faire le push, puisque c'est un petit peu le prime Lillard, avec le fameux bye-bye qu'on connaît juste après. Là, il reste 1,4 secondes, mais par la suite, c'est ça. C'est un moment atroce pour les fans du Thunder. C'est un séisme absolu. Les gens qui ont vécu ce shoot en live s'en souviennent. C'est une série où il y a énormément de blabla. Russell Westbrook qui fait les baby à Damian Lillard qui répond, McCollum qui essaye de répondre aussi, Paul George qui a du mal. Et on voit le Thunder qui avait échoué au premier tour de l'année précédente face au Jazz, s'incliner cette fois-ci face aux Blazers. Donc le projet qui tournait autour de quelques noms comme notamment Steven Adams, Russell Westbrook, Paul George, Jeremy Grant, Dennis Schroeder, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Et il y a une bascule qui a lieu à ce moment-là. Parce que on se dit, bon, le coup de massue, il est énorme. Le shoot de Damian Lillard est parmi les plus grands shoots de l'histoire. Et d'ailleurs, certains se sont permis ensuite de dire que c'est le shoot qui a cassé le Thunder. Jusqu'à où? Puisque aujourd'hui les fans du Thunder peuvent bomber le torse et les fans de Portland, c'est un peu plus compliqué. Mais on est obligé de constater que ce shoot de Damian Lillard, c'est le dernier moment où on va voir Paul George et Russell Westbrook ensemble. Parce que lorsqu'on fait toute la chronologie, Sam Presti, il se retrouve donc avec une fanbase démoralisée en sortie du shoot de Damian Lillard, avec un Paul George qui a pourtant prolongé la dernière. Et on était en droit de se dire, bon bah on est encore dans la NBA actuelle où lorsqu'on fait des signatures de contrat, on se dit que c'est sur le long terme. Pas du tout. Paul George demande son transfert. Quelques semaines après. Et la bombe, souvenez-vous, est-ce que certains étaient là lorsqu'on avait Zion Williamson qui faisait ses débuts en Summer League à Las Vegas, et au même moment ce séisme absolu. Toronto vient de remporter le titre de champion. Kawhi Leonard est suivi par des hélicoptères. On se demande ce qui se trafique. Et la bombe de Adrian Wojnarowski tombe à 7h55 du matin le 6 juillet 2019. Le Thunder transfère Paul George aux Clippers pour une collection record de choix de draft. On va y revenir. C'est une des dates les plus importantes de l'histoire de la NBA moderne. Et je pèse mes mots. Une des dates les plus importantes de l'histoire de la NBA moderne. Pourquoi? Souvenez-vous de ce 6 juillet 2019. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, on a un gros transfert. On voit Kawhi Leonard et Paul George qui se disent « Let's go avec Steve Ballmer, à nous, justement, le futur. À nous de nous débrouiller pour devenir l'attraction de toute la NBA. » Kawhi Leonard vient d'être champion NBA, MVP des finales, il vient de faire des playoffs à la Michael Jordan 93. Paul George vient d'être podium du classement de MVP avec le Thunder en évoluant à un niveau de jeu maximal. Quand on a Kawhi et Paul George qui se rassemblent, on se dit le Thunder n'aurait pas dû lâcher Paul George, mais en même temps Paul George a demandé son transfert. Au moins ils ont récupéré des assets, mais c'est parti, l'avenir est aux Clippers. C'était il y a 5 ans. 5 ans. Et aujourd'hui, quand on regarde en arrière,
eh bien on revoit cette photo, notamment de notre cher Shai Gilgeous-Alexander. Regardez-le, le petit bébé, comment il est tout mignon. Il est là avec Patrick Beverley et avec Avery Bradley. Elle était mignonne, cette équipe qui se bat, notamment sous les ordres de Monsieur Doc Rivers, avec des copains comme Montrezl Harrell, avec des Danilo Gallinari. Je crois que le premier tour, c'est avec Kevin Durant face aux Warriors. Hein, si je dis pas de conneries, je vous laisse me confirmer. Mais on voit notamment ce Shai Gilgeous-Alexander montrer des perspectives intéressantes. Futur superstar, pas sûr, mais en tout cas, si on fait un transfert, il faudra que ce soit la pièce numéro 1. Et là, mesdames et messieurs, le visuel qui fait très très mal. Je vous ai parlé de dates importantes dans l'histoire de l'NBA. Voici le visuel qui fait mal. Excusez-moi, c'est mal calibré. Le voici. Comment est-ce que ça se fait que ça comme ça? Voilà, reviens là. Magnifique, merci. Le transfert de Paul George aux Clippers et les contreparties. D'un côté, les Clippers récupèrent Paul George. Regardez ce qui se passe de l'autre côté dans la balance. Shai Gilgeous-Alexander, évidemment, est le seul vrai très gros bon joueur et donc il faut l'accompagner d'un autre gros contrat parce qu'il est en contrat rookie. Donc on ne peut pas le mettre, évidemment, seul dans la balance. Danilo Gallinari va venir, notamment, pour aller compléter ce transfert. Et un futur premier tour de draft 2022. Et un futur premier tour de draft 2024. Et un futur premier tour de draft 2026. Et le first round pick de Miami en 2021. Et également des picks et des swaps, notamment sur les drafts 2023 et 2025. Parce que je rappelle que en NBA, pour ceux qui ne connaissent pas la loi steppienne, on n'a pas le droit de transférer ces pics de draft sur des années consécutives. Tu peux pas te dire je te donne 2022, 23, 24, 25. Tu dois que faire 2022, 24, 26 ou 23, 25, 27. Et donc, on se retrouve devant ce transfert qui, aujourd'hui, est rediscuté et oui, est considéré comme un des plus gros transferts et une des dates les plus importantes de l'histoire de la NBA moderne. Je repèse mes mots. Parce qu'au moment où le transfert a lieu, comme je l'ai dit, les Clippers récupèrent Paul George. Paul George et Kawhi. On va voir les maillots San Andreas. C'est parti, les Clippers vont détrôner les Lakers. Malheureusement, de l'autre côté, on le voit, hein, qui est le meilleur joueur du transfert aujourd'hui? Eh ben, il est à OKC. Et c'est Shai Gilgeous-Alexander. Et donc, ce visuel est un cauchemar absolu pour les fans des Clippers, mais c'est notamment ce premier énorme boulot réalisé par Sam Presti sur 2 points. Le premier, c'est réaction rapide de Sam Presti. Paul George demande son transfert quelques jours, semaines après le shoot de Damian Lillard, et donc les Clippers veulent avoir cette association. On a eu d'ailleurs des podcasts qui sont sortis où Kawhi Leonard et Paul George discutent, tampering, mais ça discute en amont de la free agency, parce que Kawhi veut faire comprendre à Paul George qu'il va signer chez les Clippers, et donc il doit demander son transfert, comme ça il crée un super duo, sachant qu'à la base, je rappelle, Kawhi et Paul George voulaient jouer ensemble. Je ne sais plus si c'était à San Antonio ou à Indiana. Je laisse certains me confirmer, mais je crois que Kawhi et Paul George voulaient jouer ensemble. Mais je crois que c'était chez les Spurs, mais je ne suis pas sûr. Ça datait déjà leur relation de quelques années. Chez les Spurs, formidable. J'ai envie de chialer. Mais donc, à ce moment-là, on ne sait pas que Shai Gilgeous-Alexander va devenir ce joueur. Donc c'est ce qui fait que ce visuel est atroce. Atroce pour les fans des Clippers, et évidemment une merveille du côté de Sam Presti. Donc comme je le disais, Sam Presti, réactivité, parce que derrière, quand Paul George demande son transfert, il va pas le faire au rabais. Il va dire très bien, mais nous ce qu'on veut absolument, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Il y croit dur, ferme, clair et net. Pour lui, c'est la pépite, c'est le joyau de ce transfert. Force est de constater qu'il a eu raison. Et en plus, il va prendre des pics de draft. Puisqu'on est à l'époque, souvenez-vous, dans l'espèce d'accumulation de pics de draft. Je crois que le plafond ayant été le transfert de Rudy Gobert avec 7 premiers tours de draft qui ont été, ou 7 pics de draft qui ont été échangés contre Rudy. Enfin bref. Au moment où on a ce transfert, on est donc, si je dis pas de bêtises, je regarde mes dates, on est début juillet 2019. Transfert de Paul George aux Clippers. T'as récupéré Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari et minimum 5 futurs premiers tours de draft. Mais c'est le début d'un très gros jeu de domino de la part de Sam Presti. Quelques jours plus tard, Monsieur Jeremy Grant
est transféré à Denver. Souvenez-vous, les Nuggets qui avaient besoin notamment d'aide sur les ailes, c'était avant de prendre notamment du Aaron Gordon, qu'il y a le test Jeremy Grant qui est effectué. C'est le Jeremy Grant qui notamment va être dans la bulle avec les Nuggets qui iront jusqu'en finale de conférence avec un énorme Jamal Murray et Nikola Jokic, avec du Paul Millsap aussi pour ceux qui s'en souviennent. On a donc le Jeremy Grant qui s'est bien développé et OKC va récupérer ce pic de draft de 2020. Et ça me permet de faire une première petite parenthèse, c'est que souvent, on dit Sam Presti, home run, etc. Je profite aussi de cet exposé pour revenir sur certains potentiels fails, sur lesquels on va revenir, parce que la reconstruction du Thunder, elle n'est pas parfaite. Elle a des allures parfaites aujourd'hui parce qu'ils sont très bien positionnés et qu'ils ont une magnifique banque, ils ont tout nettoyé, ils ont un avenir royal. Mais forcément, il y a des loupés. Parfois, c'est parce qu'on pensait bien viser ou parce qu'on voulait faire de la place dans le cap space. Parfois, c'est parce qu'on s'est un petit peu précipité. Le pic de draft récupéré contre Jeremy Grant, on va y revenir par la suite sur la draft 2020, ça va devenir Immanuel Quickley. Mais Immanuel Quickley ne va jamais jouer à OKC. On y reviendra, mais c'est notamment dans l'utilisation de ces pics, quand on y revient a posteriori. Attention, ça va faire mal puisque ce pic de Jeremy Grant que Denver, enfin quand Jeremy Grant est allé à Denver et Denver a envoyé un pic, et bien ce pic est devenu Immanuel Quickley. Mais Immanuel Quickley est finalement à jouer chez les Knicks et on y reviendra sur la draft 2020. Voilà, attention, Pokusevski, on va y revenir, c'est même plus qu'un mauvais choix de draft, ça a des conséquences qui sont particulières quand on voit les pics qui ont été échangés. Mais bon, ça c'est juste ce qui se passe. Donc on a Paul George début juillet, quelques jours après Jeremy Grant, et forcément, bah il y en a un qui va pas rester ici pendant très longtemps. C'est qui? Du côté d'OKC, parce qu'on s'est bien éclaté. C'est monsieur Russell Westbrook. Eh oui, Russell Westbrook, lui aussi, il dit bon bah les gars, c'était super OKC, mais moi je veux rejoindre mon poteau James Harden. Et d'ailleurs, petit flex de l'époque, James Harden est de passage à Paris cet été-là, et je suis sur une OP avec Adidas pour passer la journée avec lui et avec Donovan Mitchell. Et on est au Adidas Store de Paris, et je lui pose une question sur l'arrivée potentielle de Russ, etc. Et il répond un truc à l'affirmative sur le fait que Russ va débarquer. Et à ce moment-là, on a eu des demandes de ESPN de reprendre notre tweet et tout dans tous les sens. C'était n'importe quoi. C'était à l'été, c'était un Adidas meet-up. Je crois que c'était avec Donovan Mitchell et James Harden. Et pendant que Harden est à Paris, Westbrook est transféré. Ce qui était une dinguerie absolue, puisque en fait, on avait le gars devant nous, on avait le franchise player. Et James Harden en 2019... C'était un beau délire à pouvoir interviewer, donc j'avoue que c'était un beau gros moment. Transfert encore de la part de Sam Presti avec donc Russell Westbrook qui est échangé contre monsieur Chris Paul. Alors, dans les détails du trade, tu as surtout Chris Paul contre Russell Westbrook avec 2 futurs premiers tours de draft et quelques swaps, mais on n'est pas non plus sur la même contrepartie qu'il y a pu y avoir sur Paul George, parce que notamment Paul George, il sortait d'une saison de MVP, on était un petit peu plus dans le rush. On a donc ce tweet officiel de Adrien Wojnarowski qui nous dit qu'il y a Chris Paul, 2 futurs premiers tours de draft en 2024 et 2026, des pick swaps en 21 et 25, et donc on va voir monsieur Russell Westbrook avec James Harden à Houston, pendant que Chris Paul va essayer de se relancer à OKC. Et cette saison du Thunder, moi, est toujours restée de manière très très émotionnelle dans mes souvenirs, et je ne sais pas si certains fans du Thunder ont apprécié cette saison. C'est une saison qui est hyper intéressante, parce que certes, il y a encore Billy Donovan qui est toujours là, mais on a un Thunder qui, en saison de Covid, parce que c'est la saison 2019-2020, hein, donc elle va être entrecoupée, on a un Thunder qui finit 5e de la conférence Ouest, ce qui est quand même énorme. Saison de fou, et moi, je tombe fou amoureux de cette triplette. C'est-à-dire que contre toutes les attentes, nous on fait des previews, on ne sait pas comment ça va se passer. On se dit, tiens, va-t-il y avoir une bonne utilisation de cette triplette? Billy Donovan, qu'on critique à tout bout de champ, nous met en place un des line-up les plus zinzins de toute l'NBA, avec à la fois Chris Paul, à la fois Dennis Schroeder, et à la fois Shai Gilgeous-Alexander. Ce qui est donc un ultra petit backcourt et frontcourt, parce que bon, à ça tu ajoutes Danilo Gallinari et Steven Adams, mais Schroeder et Chris Paul jouent ensemble. On a un niveau de money time qui est complètement dingue, de ball handling qui a un niveau absolu,
Et on a exactement ce que Sam Presti souhaitait pour développer Shai Gilgeous-Alexander, c'est Chris Paul. C'est un emprunt de Chris Paul pendant un an pour y aller. Chris Paul qui met des petits ponts à Hartenstein, qui met des flotteurs dans tous les sens, c'est incroyable, il s'entend bien avec les fans. En plus, Chris Paul, au tout début, pour ceux qui s'en souviennent pas, New Orleans avec les Hornets, il y avait eu l'ouragan, je crois que c'était Katrina, et donc les Hornets avaient joué à OKC, si je dis pas de bêtises, je me laisse les fans confirmer, mais c'est hyper émouvant aussi pour Chris Paul de retourner là, et donc on a Shai Gilgeous-Alexander qui profite à fond de l'expérience de Chris Paul pour continuer à se développer, pendant que Dennis Schroeder, pour moi, est le 6e homme de l'année, mais ce sera Montrezl Harrell si je ne dis pas de bêtises. Pour moi, c'était Dennis Schroeder le 6e homme de l'année, mais Harrell avait été aussi assez énorme avec les Clippers. Il repart avec les trophées, notamment parce que Doc Rivers n'arrête pas de faire du pushing, mais c'était vraiment énorme avec ce Thunder. Et il y a d'ailleurs un garçon pendant cette saison-là, cette saison 2019-2020, il y a un garçon qui va rentrer sur la scène NBA du côté d'OKC. Et voilà. Ils sont au taquet les fans du Thunder, hein. Franchement, ou ceux qui sont simples observateurs, vous êtes très forts. Hein. Il y a un garçon non drafté, petite trouvaille là de à la fois Sam Presti et Troy Weaver, avant qu'il aille du côté de Détroit, qui donne cette chance à ce garçon haïtien, canadien, pitbull défensif absolu, et qui va essayer de se faire une place en NBA. Cet homme qui va donc venir accompagner Shai Gilgeous, Steven Adams, Gallinari, Chris Paul et Dennis Schroeder, c'est Luguentz-Dort. C'est Luguentz-Dort. La torture chamber Tortank exactement. Luguentz-Dort devient, qui était à la base une punchline, hein, devient un des chouchous et assez rapidement cet emblème de la reconstruction du Thunder. Et je pèse encore une fois mes mots, il y a des garçons comme ça, on va reparler après de Kenrich Williams, des garçons qui deviennent vraiment les visages de ces reconstructions, c'est-à-dire traverser toutes les époques pas faciles, tout en restant là quand ça devient très fort. Luguentz-Dort devient ce visage. Et c'est un excellent choix de la part du Thunder de donner son opportunité à ce garçon, et notamment avec cette série dont tout le monde se souvient, James Harden face à Luguentz-Dort. On est au premier tour des playoffs dans la bulle, ça se termine au finish, et si je dis pas de bêtises, Luguentz-Dort rejoint, il rejoint LeBron et Kobe en mettant le plus de points dans un Game 7 à moins de 25 ans, ou je sais plus quoi, LeBron et KD. Enfin, les débuts de Luguentz-Dort sont incroyables, et ouais, 40 points en playoff à 19 ans. Je sais plus ce qu'il a fait, je crois qu'il a mis 30 ou 35 points, il était en feu total à 3 points, et donc il y avait des stats Luguentz-Dort fit LeBron, genre les fans du Thunder sont comme des malades, et pour autant, c'est une année bizarre parce que c'est l'année du Covid, donc tu sors de la bulle, et tu sais pas trop comment ça va se passer. On sait pas, on se demande comment ça va être pour notamment Shai Gilgeous-Alexander, pour Dennis Schroeder, mais aussi pour Billy Donovan. Et puis pour la suite de la NBA, parce que la saison NBA c'est bizarre, là elle vient de se finir, les Lakers viennent d'être champions, donc du coup ça va reprendre après la draft qui va être, souvenez-vous, fin novembre, décembre, donc on va avoir une saison qui va être retardée. Et donc là, Sam Presti va encore entrer en jeu. Ok, on commence à voir certains garçons auxquels on peut croire dans l'avenir, mais il faudrait qu'on bottom un petit peu. Et là, Sam Presti prend une décision très importante, c'est de dire ok, on a été compétitif, mais là on va chuter très sérieusement. Et ça passe par un premier transfert, évidemment. C'est celui de Chris Paul. Attention, spoiler, en 2020 et à l'automne 2020, Sam Presti fait les soldes absolus. Ça commence par monsieur Chris Paul, qui est envoyé à Phoenix, notamment en échange de garçons comme Ricky Rubio, Kelly Oubre et un futur premier tour de draft. On a vu ce que ça avait pu donner, notamment avec Chris Paul. Et bien Chris Paul va aller rejoindre notamment monsieur Devin Booker pour aller en finale NBA, on le voit là avec Michael Bridges, avec DeAndre Ayton, il va rejoindre ce duo pour aller en finale NBA avec Cam Johnson aussi face aux Bucks en 2021, malheureusement s'incliner, hein. Mais on voit notamment ce qui était excitant du côté de Phoenix, et puis côté OKC, c'est pas grave, merci Chris Paul, on a bien kiffé, et puis Shai Gilgeous-Alexander, il a bien pu prendre des leçons de la part de CP3, merci, au revoir, c'est un divorce qui se passe assez bien. Il y a aussi un homme qui débarque 5 jours avant ce transfert. Est-ce que vous êtes capable de savoir quel est l'homme qui débarque 5 jours
avant le transfert de monsieur Chris Paul. Waouh, mais il y en a là, franchement, je vous respecte pour vos skills et vos connaissances. 11 novembre 2020, Mark Daigneault. Qui ça? Mark Daigneault devient le nouveau coach du Thunder. Qui? Oh là 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 là. Dis donc, mais il a quel âge lui? On est vraiment sur un genou absolu. Et donc, c'était un assistant qui devient le coach principal du Thunder. Nous sommes le 11 novembre 2020 et donc on a des premiers chamboulements. Billy Donovan, merci pour tout, mais tu vas pouvoir prendre tes affaires et aller régaler les Bulls. Excusez-moi. Ils sont contents les fans des Bulls. Merci à Billy Donovan pour les services rendus. On va donner les commandes à monsieur Mark Daigneault et voir si ce jeune coach, avec des compétences assez intéressantes, pourrait faire sa place, pourrait bien se développer. On est sur un projet long terme, et donc on va voir ce que ça donne. 11 novembre, Mark Daigneault devint coach principal. 16 novembre, Chris Paul est transféré. Ça fait deux très très gros mouvements, évidemment, du côté d'OKC, mais comme je vous l'ai dit, on est loin d'avoir terminé, puisque 11 novembre, comme je le disais, Mark Daigneault, 16 novembre, Chris Paul à Phoenix. C'est un trade qui est un petit peu bizarre parce qu'on va en reparler. Il y a notamment du Rubio, comme je l'ai dit, qui débarque. Il y a du Kelly Oubre. Il y a du Ty Jerome aussi qui est dans le coin. Il y a un pick qui aurait pu devenir Peyton Watson, mais ça va partir du côté de Denver. Donc, Peyton Watson reste dans les what if du Thunder, mais pas plus que ça. Et puis, quelques jours plus tard, on a la draft. La draft 2020, qui est donc décalée, puisque d'habitude, la draft, on l'a en juin, mais vu qu'on est dans l'année de Covid en 2020, elle est en novembre. Et là, dans la très très belle reconstruction du Thunder, il y a un fail. Il y a un vrai fail, il n'y a pas d'autre mot. C'est évidemment monsieur Pokusevski. Alors, pour revenir sur cette histoire de Alex Pokusevski, on est sur, à l'époque, une croyance licorne. Unicorne, on a vu ce que pouvait donner Porzingis. Bon, on espère avoir des choses similaires. Il y a un peu de handle, il y a un peu de muscle à poser sur lui. Poku, c'est un phénomène, ça va comme fail, je suis d'accord, mais c'est un phénomène qui est intriguant, qui devient une petite sensation NBA League Pass, genre pour les geeks qui regardent le Thunder à 4h du matin, le Thunder qui est atroce de cette saison, on va en reparler. Mais c'est un move qui est assez bizarre, parce que Sam Presti lâche beaucoup en échange. Et pour ceux qui ne savent pas ce que Sam Presti lâche en échange, le Thunder monte justement, si je dis pas de bêtises, pour être en 17e et avoir Pokusevski. Et le Thunder qui venait de récupérer du Ricky Rubio va faire du transfert notamment avec les Wolves pour que Ricky retourne à Minnesota. On a les Knicks aussi qui rentrent dans la balance. Dans la balance, on a des très très gros transferts. Et donc au global, le Thunder, lorsqu'on revient à posteriori, eh bien les picks qui ont été échangés sont devenus Jaden McDaniels et Emmanuel Quickley pour Pokusevski. Donc, encore une fois, il y a des erreurs, ça n'existe pas une reconstruction parfaite. Ça n'existe pas. Mais ce sont les faits. C'est que dans l'accumulation des pics récupérés de manière grandiose par Sam Presti, il y a deux joueurs qui sont devenus exceptionnel. Jaden McDaniels, aujourd'hui, est considéré comme un des meilleurs défenseur de toute la planète. Il est à Minnesota et c'est devenu un des styles de draft du management des Wolves. Emmanuel Quickley, on vient de le voir, il a fait partie du très gros package. C'était un des joyaux du très gros package en échange notamment de OG Anunoby dans le transfert entre Raptors et Knicks. Et donc, oui, dans les faits, Alexei Pokusevski, qui est donc devenu le pick 17, eh bien le Thunder est monté en lâchant des picks qui auraient pu devenir ces joueurs-là. Et le Thunder d'ailleurs était persuadé d'avoir d'autres joueurs à la draft, ils avaient beaucoup de picks, et donc Sam Presti s'était dit, bon c'est pas grave, on va tenter un coup sur Poku. Le problème c'est qu'aujourd'hui, Pokusevski, il est plus en NBA. Et que de l'autre côté, pour Jaden McDaniels et Emmanuel Quickley, c'est une autre affaire. Il y en a un qui est un All Defensive Player, et l'autre qui est un très très gros scoreur en sortie de banc, un candidat sixième de l'année. Ça arrive, c'est comme ça. Il y a eu quelques flops, mais c'est intéressant quand on revient à posteriori de voir qu'il y avait des joueurs comme eux qui étaient disponibles sur cette draft, et donc ça a été un petit fail. Ceci étant dit, Sam Presti, il s'est dit, on va quand même essayer de carotte quelqu'un, et donc, il y a les Warriors qui seraient très intéressés par monsieur Kelly Oubre. Et alors, pour certains, ça va paraître anodin comme... Oui, alors oui, c'est vrai, il est aux Hornets, Pokusevski, mais...
En gros, il est pas en NBA, quoi. Excusez-moi. Si tu joues avec les Hornets 2023-24, est-ce qu'on peut dire que tu es vraiment en NBA si tu es avec les Hornets 23-24? Honnêtement, je pose la question. Poku vient d'être récupéré là, mais je sais pas s'il va, je sais pas s'il va vraiment rester très très longtemps. Là, il a été récupéré un peu au buzzer, et d'ailleurs, il y a certains joueurs du Thunder dont on va reparler comme Treman et comme Vasilije Micic qui s'en sortent bien en ayant porté le maillot du Thunder et en étant à Charlotte, mais c'est compliqué pour beaucoup. Voilà, enfin, on va pas se mentir. Ce qui est sûr, c'est que j'étais obligé de faire une petite dédicace sur Kelly Oubre parce que Golden State s'est pas mal mordu les doigts avec le transfert de Kelly Oubre. Alors, il n'y a pas des conséquences dramatiques, hein, mais Kelly Oubre avait montré des très belles choses avec Phoenix, notamment. Et donc, on a parlé de ce trade-là où il y avait de la récupération contre Chris Paul de Kelly Oubre et de Ricky Rubio. Et le Thunder va quand même s'assurer de relâcher du Kelly Oubre, notamment, si je dis pas de bêtises, pour récupérer un second tour qui va devenir Aaron Wiggins, qui est quand même devenu un membre important de la rotation d'OKC, pendant que Golden State, je pense, on peut en parler, je crois que le fit n'a pas marché avec Kelly Oubre. J'ai très très peu de souvenirs de joueurs qui ont autant frustré les fans de Golden State que Kelly Oubre. Franchement, c'était... Ouais, je vois que certains le mettent, voilà, quelle mauvaise connexion avec Kelly Oubre. Franchement, c'est... Ça n'a pas du tout marché entre Kelly Oubre et les Warriors, mais bon, c'est comme ça. Et justement, Sam Presti a essayé de récupérer des choix parce qu'il se disait on va pas récupérer Ricky Rubio et Kelly Oubre et tout, on va disperser tout ça et continuer à accumuler un petit peu des pics de draft. Comme je vous le disais, ce sont les soldes sur l'automne 2020. Et donc, après avoir fait tous ces moves, on se retrouve le 24 novembre, donc ça enchaîne juste après la draft, avec un autre transfert. Et cette fois, c'est Steven Adams qui va bouger. Steven Adams, il est envoyé à New Orleans dans un gros trade, notamment avec du Eric Bledsoe qui est dans le package. Et donc OKC, sachant que on cherche à épurer au maximum les finances, lâche Steven Adams, qui est quand même un des membres importants identitaires du Thunder. On peut dire ce qu'on veut, hein. Là on parlait à l'instant de Lugensdort. Steven Adams, il revient n'importe quel jour de sa vie à OKC, il va être acclamé par les femmes. Il va être applaudi, il va être pris dans leurs bras parce que c'est un des nicest guys de toute la NBA et c'était un des mecs qui représentait le plus cette ténacité du Thunder. C'était le mec qui posait des écrans de zinzin pour Westbrook, qui lui permettait de faire des triples-doubles en boxant la moitié de l'humanité et qui était toujours sympa et qui défonçait les adversaires ou qui faisait le bodyguard. Et donc, on a ce transfert. Non, par les fans, excusez-moi, ça a fourché, par les fans, pas par les femmes. Bon, après, je pense que Steven Adams aussi doit attirer pas mal de femmes, tout à fait, mais c'est par les fans, avec un N du Thunder dont je voulais parler évidemment. On a ce move, et il y a un garçon qui va être récupéré, j'en parlais tout à l'heure, Lugensdort est une des mascottes de la reconstruction de OKC. Il y a un autre garçon qui va être récupéré dans ce transfert de Steven Adams et qui, pour moi, est considéré comme une des mascottes du Thunder de sa reconstruction. Est-ce que vous êtes capable de le deviner? Waouh! Il y en a... Vous êtes fort. Franchement, il y en a, ils sont balèzes de fous furieux. C'est tout à fait monsieur Kenrich Williams, magnifique avec la coupe mulet. Kenny Hustle, tout à fait, qui n'est pas une superstar, mais qui va rentrer droit dans la culture et l'ADN, travail, développement du Thunder, et donc ce joueur, mais ce charisme absolu. Regardez-moi cette coupe, regardez-moi cette barbe. Kenny Hustle, et qui est un super joueur de basket, vraiment polyvalent, qui n'est pas extraordinaire dans un aspect du jeu, mais qui est très très bon partout. Et qui donc, avec Lugensdort notamment, avec d'autres garçons, avec plus ou moins de réussite, Darius Bazley notamment, va faire partie de ce projet de reconstruction. Donc Kenrich Williams, en novembre 2020, débarque au Thunder. Et là, comme je vous le disais, ça continue sur les transferts. Il y en a un dernier gros de trade qui va avoir lieu sur cet automne 2020, où Sam Presti dit clairement, c'est parti, on va aller bottom au maximum en discutant avec Shai Gilgeous-Alexander du nombre de matchs qu'il va pouvoir jouer, ça on va en parler. Eh bien, c'est un dernier transfert. Est-ce que vous êtes capable? Ah, pas encore. Il y en a qui me disent Kemba, on n'y est pas encore. Juste avant ça, tout à fait, certains qui ont des souvenirs peuvent me rappeler le transfert, notamment, de Danny Green, Terrence Ferguson et Vincent Poirier à Philadelphie contre Al Horford, Théo Malédon. Et regardez ça,
un futur premier choix de draft de 2025, premier tour de draft, et Vassilier Micic, les droits de Vassilier. Donc vous voyez aussi quand on voit des transferts qui ont lieu 4 ans avant, regardez le transfert là il date de décembre 2020, et on vient de voir Micic rejoindre la NBA. On a alors Ford qui va rejoindre le Thunder. Alors, on s'en souvient, alors Ford à Philadelphie, ça marche pas très bien, la combinaison alors Ford plus Joel Embiid, c'est pas top. On sait aussi qu'avec Brett Brown, ça n'a pas trop fonctionné, donc vraiment, Philly essaye de créer une autre route autour de son pivot titulaire, et le Thunder va en profiter pour récupérer quelques petits garçons et dire hop, un petit pic ici, et puis alors Ford, on va peut-être essayer de le transformer en d'autres choses. C'est une saison qui est assez particulière, la saison 2020-21 du Thunder, puisque là, comme je le disais, on décide de bottom. 72 matchs, 50 défaites. On arrête d'être compétitif. La décision, elle est claire. Comme je viens de vous le montrer, l'automne 2020 de Sam Presti, c'est « Ok, super, merci. Nous, on a fait une bonne saison avec Chris Paul dans la bulle, avec Dennis Schroeder, avec Shai Gilgeous-Alexander. On vire tout ça, on change de coach, on garde Luguensdort, Shai, on va essayer de drafter certains petits garçons, mais sinon, on va nettoyer au maximum les finances, récupérer des choix de draft en échange de certains vétérans, et ensuite chercher les profondeurs de la conférence Ouest. » Et je sais que au long de ces dernières années du côté de Casey, lorsque nous avons échangé avec les fans, notamment sur les 30 privés en 30 jours, le terme de tanking parfois n'a pas été apprécié. Je vais être très clair, puisque maintenant je pense qu'il y a assez d'eau qui a coulé sous les ponts. C'était du tanking, d'accord? Il n'y a pas à chercher à droite et à gauche, il n'y a pas à se dire « Ah mais quand même, c'est vrai qu'il y avait la possibilité de pouvoir faire découvrir la ville en tenue de survêtement à Shai Gilgeous-Alexander ». C'était du tanking de la part de Sam Presti, et c'était la bonne décision. Puisque le Thunder ne pouvait pas se permettre, en tant que ville qui n'allait pas accueillir 3 milliards d'agents libres, de pouvoir passer à côté de la draft. Surtout en récupérant autant de choix de draft. Donc, le tanking est maximal, et on se retrouve avec des décisions qui vont clairement dans ce sens. Et le problème avec le Thunder, du point de vue médiatique, et je pense que c'est ce dont les fans ont le plus souffert, entre guillemets, puisqu'on va y aller doucement sur la souffrance, c'est que, de manière assez publique, on voit le Thunder, notamment de cette saison, shut down certains de ses joueurs. C'est-à-dire qu'un mec comme Shai Gilgeous-Alexander, certes aura des soucis de santé, mais ne joue que 35 matchs. Alors Ford, qu'on voit qu'il y a aussi des soucis de santé, et qui va pas être forcément tout le temps conservé, ne joue pas l'intégralité de la saison. Pareil pour la plupart de l'effectif. On n'a pas un gars qui dépasse évidemment 66 matchs, mais parce que c'est une saison qui a moins de 82 matchs, mais c'est compliqué pour la plupart des grands joueurs de jouer vraiment longtemps sur le terrain. Il y a un shutdown. Il y a un shutdown qui est fait, certes avec une blessure déguisée, mais c'est du tanking. Et bien on a pris notamment à Monsieur Sam Presti, puisqu'il faut essayer de jouer la loterie de la draft et essayer d'être chanceux. Donc tu bottom à l'ouest, il y a des punchlines, mais Shai Gilgeous-Alexander montre qu'il a tout le talent de la planète, que le transfert contre Paul George, c'était une assez bonne idée. En plus, les Clippers, c'est pas aussi dominant que ça, donc on va voir ce que ça donne. Et oui, malgré quelques flashs assez intéressants, on a ce shutdown de la part des joueurs. Donc, ça nous mène à quoi? Comme je le disais, il y a toujours ce Sam Presti qui continue à faire des transferts, et notamment celui qui va envoyer Monsieur Al Horford du côté de Boston contre Kemba Walker. Et d'ailleurs, Kemba Walker ne va pas rester très longtemps, puisque Kemba Walker ensuite va être buyout. Ça, on en reparlera, mais c'est un transfert qui est assez important, parce que c'est un deuxième what if du côté de Oklahoma City. Je vous parlais là à l'instant de ce qui s'était passé autour du cas Pokusevski. Je sais qu'il y a toujours pas mal de chamailleries entre les fans des Rockets et du Thunder. Mais le Thunder aurait pu avoir Alperen Sengun. Le Thunder récupère le numéro 16, le choix numéro 16 de la draft, notamment dans un transfert qui incluait du Kemba Walker. On le voit d'ailleurs ici. Le Thunder, le joyau du transfert de Al Horford, ce n'était pas Kemba Walker, mais c'était le choix numéro 16 de la draft. Et donc le Thunder aurait pu avoir ce choix numéro 16. Mais ce qu'ils ont fait, notamment, c'est qu'ils ont transféré ce pick numéro 16 contre 2 choix de draft du côté de Houston
Et les Rockets ont utilisé ce pick 16 pour avoir Alperen Sengun. On peut refaire des what if autant qu'on veut, Alperen Sengun ne se développerait jamais autant dans ce Thunder-là, avec Jalen Williams, avec Shai Gilgeous. Ça n'aurait pas pu permettre de drafter Chet Holmgren. Je pense que le Thunder n'a aucun regret. Ce sont juste des what if. Et je pense que Houston est très très content de pouvoir faire ce transfert. Et le Thunder refera ce transfert plein de fois. Juste sur les choix qui ont été faits derrière, si je ne dis pas de bêtises, c'est monsieur Treman, je crois, qui a été récupéré derrière. Si je dis pas de bêtises... Ouais. Ok, ici récupère Treman en pick 18. Et bon, Treman, aujourd'hui, il est plus en NBA puisqu'il joue aux Hornets. Allez hop, running gag sur les Hornets, c'est cadeau. Non mais ça fait partie des petits what if, mais c'est vrai que les Rockets ont bien su saisir cette opportunité, notamment pour dire à OKC, vous avez trop de choix de draft, très bien. Nous, on aimerait monter parce qu'on est persuadé de vouloir ce garçon-là. Et Alperen Sengun est quand même devenu une pierre fondatrice de la reconstruction des Rockets, donc bravo Rockets. Maintenant, on peut faire autant de what if qu'on veut pour le Thunder. Je pense qu'il y a en effet, comme je vois dans le chat, aucun regret de la part de la fanbase quand on voit où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Donc tu te retrouves avec ce pick 16 à la draft. C'est les Rockets qui récupèrent Alperen Sengun. Que va faire Oklahoma City? Eh bien, on a parlé évidemment de Treman en 18, mais ils vont surtout prendre monsieur Josh Giddey ici en pick numéro 6. C'est la draft de Josh Giddey avec ce côté un petit peu culotté de la part de Sam Presti d'avoir ce talent qui nous vient d'Australie, où on voit notamment du playmaking, où on voit de la taille, où on voit de la vista, on voit des cheveux longs, on se dit tiens, c'est formidable. Et d'ailleurs, la saison rookie, on va en reparler dans quelques minutes, mais la saison rookie de Josh Giddey est formidable. Juste pour revenir en détail sur cette draft complète du Thunder, on est à la draft 2021, et c'est une draft dans laquelle notamment ils vont prendre Josh Giddey en 6, où on va avoir, comme je disais un petit peu plus bas, monsieur Treman, mais c'est une draft aussi où ils vont récupérer monsieur Jeremiah Robinson Earl, tout à fait en pick 32, et je vous avais parlé un petit peu plus tôt d'un pick qui avait été récupéré. Est-ce qu'il est là, Aaron Wiggins? Je ne sais pas si... Aaron Wiggins, il est ici, en pick 55. Et donc c'est Aaron Wiggins qui est récupéré tout à fait, et Aaron Wiggins à la base, c'est un 55e choix de draft, aujourd'hui il fait partie de la rotation claire du Thunder. Et c'était le pick, notamment, qui avait été récupéré contre monsieur... J'avais dit Kelly Oubre, c'est ça? Je crois que c'était Kelly Oubre. Donc vous voyez le jeu de domino? Sam Presti, il continue à faire du domino et il se dit, attends, tiens, pick 55, donc c'est le Thunder via Denver, via Philly, via Golden State, pif paf pouf, merci, hop, par ici, la monnaie, merci, au revoir. On est en 2021, et donc on a eu le buyout de Kemba Walker, on a eu le transfert de Al Horford, on a eu la draft de Josh Giddey, et là vient notamment une information très importante pour les fans du Thunder, vis-à-vis des médias et vis-à-vis de la pression qu'il y avait sur cette première saison de tanking, un petit peu compliquée, c'est bien évidemment la prolongation de Shai Gilgeous-Alexander. Il fait partie de cette draft iconique, draft 2018 avec Luka Doncic, avec Trae Young, Jaren Jackson Jr., Mikal Bridges, mais aussi Michael Porter Jr. et donc Shai Gilgeous-Alexander. 5 ans, 172 millions de dollars pour le Thunder, le jackpot pour SGA, pas de discussion possible, et donc le message très clair, envoyé à la fois par Shai Gilgeous-Alexander et par le Thunder, l'avenir c'est ensemble, et c'est à OKC avec le maillot du Thunder. Pas de discussion de « oui, je vais être mécontent parce que le projet va mettre longtemps ». Non, non, non. Je fais confiance à Sam Presti, et Sam Presti fait confiance à Shai Gilgeous-Alexander, et donc on voit ce qui va se passer. Justement, une très belle saison 2021-22 avec monsieur Josh Giddey, notamment là je vous mets un petit visuel où il est rookie du mois de décembre, très très bon Josh Giddey qui fait parmi les triples-doubles les plus rapides de l'histoire de la NBA, en tout cas en termes de jeunesse, avant que la Melo Ball débarque, etc. Mais on voit des très très belles performances, enfin on avait la Melo Ball d'ailleurs qui était là, mais on a Josh Giddey qui fait des triples-doubles sur sa saison rookie, on a évidemment Shai Gilgeous-Alexander qui confirme son talent, mais il faut continuer à bottom. Et on a les débuts de Marc Daigneault, comme on l'avait vu là depuis quelques mois sur le banc du Thunder, mais c'est un Thunder qui va être à 58 défaites en 82 matchs. 14e de la conférence Ouest. Certes,
On a encore une fois des choses très intéressantes. Du côté de Shai Gilgeous-Alexander, on le voit, ça monte en température, 25 points, 5 rebonds, 6 passes. Hein. C'est notamment là-dessus qu'on commence à faire, certains auront la référence, des petits spaces sur Twitter où on me demande à choisir entre Jalen Green et Shai Gilgeous-Alexander. C'est à ce moment-là. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on commence à rentrer dans ce genre de petits débats, tout à fait. Pour les gens qui ont le running gag de la commu de la commu Thunder, je vois que ça réagit évidemment dans le chat. C'est quand même un des plus grands running gags de ce réseau. Et en termes de flow, bien évidemment. Non, mais en plus, je suis content de voir Jalen Green qui a explosé récemment parce que je voulais ressortir l'extrait pour dire c'est cool que Jalen Green cartonne parce que ça permet de remettre du respect sur ce garçon qui est bourré de talent. Mais on n'est pas dans la même sphère, voilà. Mais c'est vrai que c'était, à l'époque, c'était assez hallucinant, et je sais que tous les ans, il y a tout le temps la fanbase du Thunder qui ressort cet extrait. Pour ceux qui n'ont pas évidemment le contexte, on avait juste fait un petit podcast, et d'ailleurs, gros bisous évidemment aux fans français des Rockets avec qui on a eu des très très bons échanges, et je vous conseille de suivre leur contenu, ils sont très très bons et hyper passionnés derrière leur franchise. On avait fait des échanges et un space, et on essayait de me mettre on the spot en me demandant de choisir entre Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Green. J'étais assez ferme sur le fait de prendre Shai Gilgeous, ça n'avait pas trop plu à la fanbase des Rockets, force est de constater que par la suite, ça s'est avéré payant. Mais Jalen Green a encore bien des choses à nous prouver, et il ne faut pas enterrer trop vite les jeunes, comme on vient de le voir notamment avec certains talents qui sont passés du côté d'OKC. On est donc sur une super saison rookie de Josh Giddey, comme je disais, Shai Gilgeous-Alexander qui confirme tout ce qu'il a comme talent entre ses mains, mais bottom absolu. Et pour une raison simple, c'est qu'il va falloir essayer de jouer avec la loterie. Et la loterie, si on joue parfois avec elle, elle peut s'avérer très chanceuse. Je vous montre ici quelles étaient les probabilités des franchises avant la draft 2022. Le Thunder est 4e. Le Thunder est 4e. Quand on vous parle là en ce moment de bataille, là, vous voyez la bataille là dont je vous parle en ce moment là, savoir Spurs, Hornets, etc. Refaites l'histoire. Tout peut changer en l'espace d'une défaite ou d'une victoire à la con ou d'une balle de ping-pong. Pourquoi ? Parce que le Thunder, en 2022, eh bien avant la draft, ils sont projetés 4e. Ils vont être pick combien ? Les fans, ils s'en souviennent ? Ils sont pick combien le Thunder ? Hein ? Et ben voilà, ils sont pick 2. Bien évidemment, le dindon de la farce, c'est Détroit, hein, pour changer, puisque le Détroit est annoncé 3e et ils sont dans le top 3 à égalité. Et ils se tapent évidemment la 5e place, si je dis pas de bêtises, avec Jen Ivey. Il y a les Kings qui passent devant, enfin bref, c'est la totale. Et là, c'est une autre date fondamentale dans la reconstruction du Thunder, avec peut-être un des plus grands moments de la franchise d'OKC. J'ai même envie de dire, peut-être encore plus important que le trade de Paul George et Shai Gilgeous-Alexander. Regardez-moi cette photo. Sur la même soirée de draft, Sam Presti, qu'est-ce qu'il va faire ? En pick 2, une fois qu'il a laissé passer M. Paolo Banchero Orlando, il va dire, tu sais quoi ? Allez hop, j'ai Shai Gilgeous-Alexander et Lou Gensdort, pas de problème. Tiens, tu vas me mettre Chet Holmgren de côté, il n'y a pas de souci, je vais me prendre Chet Holmgren, évidemment avec le pick 2. Ensuite, il n'a pas fini Sam Presti. Là, il va se dire, bon, je vais essayer de monter un peu la draft, on va toucher du bois pour que ça se passe bien pour Ousmane Dieng. Difficulté à rentrer dans la rotation du Thunder, mais toujours autant de talent pour entrer dans cette fameuse ADN OKC, être capable de shooter, dribbler, poser le ballon au sol et faire du decision making. Ousmane Dieng, il y a des pics qui sont accumulés pour essayer de grimper à la draft. Ensuite, comment ne pas aller chercher Monsieur Jalen Williams en pick numéro 12, qui va être quoi, All-Star la saison prochaine, qui est extraordinaire, qui est candidat à MIP, vous pouvez même le mettre progression de l'année si vous voulez, mais qui est fabuleux. Et on va ajouter à ça un petit Jalen Williams. En une seule photo, on voit évidemment le présent et le futur du Thunder. Dedans, il y a du pic des Clippers, dont je vous parlais en tout début d'émission, qui est évidemment ce grand asset récupéré contre Paul George. Tout se croise, Sam Presti a été patient pour ensuite dégainer au bon moment les bons choix de draft. Jalen Williams, aujourd'hui, c'est le bras droit idéal de Shai Gilgeous-Alexander. Chet Holmgren, c'est la 3e tête du trident.
Jane Williams, c'est le backup préféré de ton backup préféré. Il va être pivot pendant 15 ans en NBA. Il va rentrer ses 3 points, il va provoquer des passages en force et il va soulever ses coéquipiers. Quand je dis soulever ses coéquipiers, ça veut dire les aider à se relever. On se calme. Incroyable. Incroyable, évidemment, de la part du Thunder, qui fait donc avec cette vidéo, avec cette photo, un des plus grands moments de sa récente histoire. Et c'est là justement que Sam Presti frappe fort. Parce que ensuite, on l'a vu en termes de chronologie. Malheureusement pour le Thunder, bah derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la fameuse blessure de Chet Holmgren pendant l'été 2022, hein, ce qui est quand même pas très cool. Hein. On se disait, merde, on va avoir Chet Holmgren quand même, ce sera hyper intéressant. On aimerait bien pouvoir en profiter. Chet Holmgren ne va pas jouer de la saison. On va avoir un Thunder qui va se battre, mais sans son pivot jeune phénomène. Et puis, là, Sam Presti, il va faire un dernier move avant le début de la saison 2022. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un de mes moves coup de cœur. Et pour ça, vous pouvez remercier les Sixers. De qui s'agit-il? Il y en a qui l'ont trouvé exactement, monsieur Isaiah Joe, qui est libéré. Il n'y a pas d'autre mot. Libéré tout simplement par les Sixers de Doc Rivers, ce criminel tout à fait. Isaiah Joe, qui avait été sélectionné 49e de la draft 2020 par les Sixers. Fabuleuse gâchette. Eh bien, il est libéré par les Sixers. Et c'est qui passe par là? Oui, allô? Sam Presti? Ouais. Isaiah Joe, tu viens? Alors, je t'explique. On va avoir Shai Gilgeous-Alexander, on va avoir Jalen Williams, on va développer des jeunes. Tu vas te mettre dans le corner, tu vas shooter à 3 points. Puis si tu peux postériser Jeff Green une fois sur 3, il n'y a pas de problème. Le cadeau du ciel. Et là, tout ça, c'est des petits coups faits avec très peu de dépenses. Parce que Isaiah Joe, on n'est pas sur un contrat de zinzin. Hein. On n'a pas là les termes, hein, mais je vais vous montrer après ce que ça donne en termes de cap space. Mais Isaiah Joe, attention, c'est du minimum. Hein, regardez là. C'est 2 millions la saison. Hein, pour être une des meilleures gâchettes de tout l'univers. Encore des petits moves réalisés. Comme je le disais, on va donc sur cette saison 2022-23 où le Thunder est compétitif. Allez, 10e de la conférence Ouest. Bilan à l'équilibre, 40 victoires, 42 défaites. Ah, c'est le ventre mou, mais on va essayer de se battre. On se bat? Oui, on se bat notamment au play-in. Victoire chez les Pélicans pour essayer justement de montrer que ce Thunder-là, il a de l'avenir. Il va essayer de se développer un petit peu. Ça fume Nola au play-in, tout à fait, mais derrière, ça sort, c'est comme ça. Mais le Thunder a de très belles perspectives. On a vu notamment les débuts de Jalen Williams. On a vu ce que ça pouvait donner avec une deuxième saison de Josh Giddey. On a vu Luguentz-Dort continuer à se développer. Alors ça va moins bien pour Pokusevski. Il y a d'autres garçons qui font plus leur place. Treman, Darius Bazley, tout ça, ça sort. Mais par contre, on voit que les choix sont bons. Et là, Shai Gilgeous-Alexander. Mesdames et messieurs, comment vous montrer autre chose que ce visuel? Il devient All-Star. Après ses tout jeune et timide début avec OKC, il passe à 31 points de moyenne avec 5 rebonds et 5 passes. Incroyable saison de Shai Gilgeous-Alexander qui rejoint donc l'élite et qui devient All-Star. Formidable. Et ça nous mène à cette saison donc terminée dans le play-in et un dernier petit choix de draft. Un dernier. Allez, dernier petit ajustement. Fait par Sam Presti qui va dire, tu sais quoi, j'ai accumulé des pics, j'ai un coup de cœur. Pic numéro 10, Cason Wallace. J'ai besoin d'un pitbull défensif, d'un garçon qui va prendre des bons shoots, qui va bien s'intégrer dans l'effectif. Hop, le nom à l'avant est plus important que le nom à l'arrière. Je rentre dans l'équipe NCAA du Thunder, il n'y a pas de problème, allez-y monsieur, madame, je vous tiens à la porte. Qui veut le petit-déj, le goûter, le dîner? Cason Wallace. Je prends le meilleur attaquant adverse en pression tout terrain, il n'y a pas de souci. Et puis au pire, il y aura des tueurs à gages comme Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz-Dort ou Chet Holmgren derrière moi. Et ça nous mène à cette saison du Thunder, aujourd'hui, où nous sommes, mesdames et messieurs, à 52 victoires pour 22 défaites. Premier de la conférence Ouest. Le Thunder qui est de retour en playoff. Et regardez ses dépenses. C'est qu'une reconstruction magnifique. C'est une reconstruction qui passe par l'accumulation de pics de draft, la bonne sélection des joueurs, le bon coach, les petites signatures qui font mal et aussi assainir les dépenses. Lorsque Gordon Hayward ne sera plus dans les books, qu'est-ce qui va se passer? On aura Shai qui va être là, on va avoir Luguentz-Dort, mais ensuite, Peanuts, il y a 100 millions d'engagés. 100 millions d'engagés. Alors à un moment, oui, il faudra aller répondre à Jalen Williams qui va prendre un contrat max et Chet Holmgren qui va demander pareil. Il faudra aussi prolonger des garçons, se poser des questions. Est-ce que Josh Giddey va rester
évidemment, dans le groupe, et si oui, à quel tarif? Mais aujourd'hui, le Thunder est un des effectifs les plus jeunes de toute la NBA, avec les meilleures finances, ou parmi les meilleures finances. Numéro 1 de la conférence Ouest, et avec encore des pics de draft, dans tous les sens. Regardez ça. Ça, c'est entre 2020 et 2026, ça, c'était les premiers tours de draft récupérés par le Thunder. Alors, il y a eu du mouvement depuis, mais regardez là. 2024, on a encore du mouvement. Il y a encore du logo des Clippers, en 24 et en 26. Et sinon, il y a du Rockets, parce que c'était du trade qui a eu lieu par la suite. Voilà, mesdames et messieurs. C'était l'exposé spécial Thunder et spécial Sam Presti. Je voulais rentrer dans les détails, parce que souvent on parle de reconstruction, mais on ne prend pas le temps de revenir ensemble sur ces éléments-là. Quelles ont été les dates fatales? Comment ne pas vomir, si vous êtes fan des Clippers, en voyant ce petit visuel? Regardez, ce sont des moments comme ça qui sont importants. À chaque fois, on vous barbe. Je vous fais des allées café, on fait des émissions avec Alex pour revenir sur certains transferts, ou ce qui va se passer, ou des choix de draft qui sont récupérés, ou des droits vers des joueurs, et quand est-ce qu'ils vont revenir 3, 4, 5 ans plus tard. Une très bonne reconstruction. On en a fait un apéro ensemble avec Alex. On en a fait une grosse question ensemble. On veut des belles finances. Check. On veut du talent. Check. On veut une hiérarchie. Check. On veut de la continuité. Check. Un coach bon, check. De la défense et de l'attaque, check. L'avenir est entre les mains du Thunder. C'est à eux d'y aller. Alors peut-être qu'il faudra passer par certains gadins en play-off, c'est comme ça, c'est l'inexpérience. Mais peut-être aussi qu'ils sont en avance sur leur agenda et qu'ils vont continuer à surprendre tout le monde. Ce qui est sûr et certain, c'est que Sam Presti a prouvé à la NBA qu'il était capable d'être compétitif et aussi d'être fort en reconstruction. Maintenant, le Thunder, on le sait. Tout ça ne servira à rien s'il n'y a pas la bague au bout. Ce sera formidable. Mais les fans ne veulent pas juste faire une finale de conférence ou retourner en finale NBA. Il faut la bagouze. Il faut la bagouze. Il faut la bague pour Nick Collison, pour Russ, pour Reggie Jackson, pour KD, pour Perry Jones le 3, pour Mitch McGary, pour Joe Smith, pour Serge Ibaka, pour Enes Kanter, pour Nerlens Noel. Pour tous ces gens-là. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vois certains messages là. J'essaye aussi de faire de plus en plus des focus sur certaines franchises parce que souvent on est pris par l'actualité et j'aime bien rentrer un petit peu dans ces exposés pour vous filer tous ces détails-là, avoir un petit peu d'explication un petit peu détaillée. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu kiffer. C'était un peu long, mais au moins comme ça vous avez tous les détails. Pour André Robertson, tout à fait, pour Raymond Felton évidemment, pour Kendrick Perkins. Très content en tout cas que vous ayez kiffé. Est-ce que tu pourras refaire la même sur d'autres franchises parce que c'était exceptionnel? Merci. Oui, je le ferai sur d'autres franchises. Il y a plein de choses que j'ai hâte de vous raconter évidemment en long et en large. J'ai besoin de prendre de plus en plus de temps justement pour rentrer dans les détails parce qu'on est souvent en ce moment dans les quotes. Et puis Shaq, il a dit ça, et puis Draymond, il attaque les machins, et puis c'est que des takes et des machins. On va en faire hein, des retours sur des takes. Hein. On s'appelle Trash Talk, hein, pas je sais pas quoi. Mais c'est cool aussi de rentrer dans les détails. Et il y a beaucoup de joueurs et de franchises à raconter. Donc, on fera d'autres focus par la suite, c'est sûr et certain. Content que vous ayez apprécié. Dans tous les cas, on va devoir évidemment finir ce Allez Café avec 2-3 petites choses. Bien évidemment, la première chose, c'est des petits pronostics hein, sur cette soirée de merde. Excusez-moi, j'ai pas d'autres termes. Hein, allez, je vous fais participer un petit peu, vous, celles et ceux qui sont dans le chat un petit peu là, pendant que j'enlève mes 850 onglets. Charlotte-Boston. Franchement, je sais même pas pourquoi je... Boston, ok. Détroit-Memphis. Les ophtalmos. Indiana-Brooklyn. Alors, Boston va gagner. Memphis va gagner. Attention. Hein. Parce que Toronto se frotte les mains hein, si Memphis gagne. Hein. Allez, Détroit gagne. Let's go. On a confiance envers les Pistons. Indiana-Brooklyn, c'est pour Indiana. Orlando-Portland, c'est pour Orlando. Chicago-Atlanta. Atlanta, allez. Pour continuer à montrer que ça joue bien sans Trae Young. Pour le plus grand plaisir de Trae. Et alors, le Pelican Suns, celui-là, j'avoue, par contre, il faudra rester devant, parce que le Pelican Suns, il a des grosses implications. Je vous remontre ici le classement.
Pelicans Suns. Si les Pelicans gagnent, ça repasse devant Dallas. Si les Pelicans perdent, ça se rapproche des Suns et des Kings. Et puis si les Suns perdent, attention, ça veut dire que les Lakers vont se rapprocher. Et si les Suns gagnent, ça passe devant les Kings en 7e position. Je pense qu'on va partir sur une victoire des Pels. Allez, pour voir un petit peu ce que ça donne dans cette conférence Ouest très chaude. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va se retrouver bientôt, donc comme je l'ai dit, pour des additions avec Simon, on est en train d'en discuter. Pour d'autres apéros avec Alex. Je voulais juste vous faire un dernier point, puisque comme vous le voyez ici, pour les mineurs, on va aller se coucher, et pour les majeurs, eh bien, je vous rappelle de ne pas faire les bolos si vous faites des paris sportifs et qu'on ne mise pas ce qu'on n'est pas en capacité de perdre. Ceci étant dit, je voulais juste rappeler, ça m'a assez halluciné l'autre jour, qu'il y a évidemment les cotes pour les équipes championnes, et que franchement, là, tu as un Denver à 4. Il y a un Denver à 4, il y a un Boston à 3. Si vous croyez fort en Milwaukee, la cote elle est à 8 ou le Thunder à 20. Ça c'est pour les cotes de champions, elles sont sur l'appli et le site de Paris en Sport. Donc voilà, si vous voulez, vous le faites mais de manière raisonnable. Mais je dois avouer que quand j'avais regardé ça, je m'étais dit, tu sais qu'aujourd'hui tu mets une piécette sur Denver là, la cote elle est à 4, franchement, pour peu qu'il récupère Jamal Murray et qu'il déroule sur tout le monde là, t'es à 2 semaines des playoffs, c'est pas mal. Les Mavs sont à 30, les Mavs sont à combien? Les Mavs sont à... les Mavs sont à 30, ouais. Dallas peut, hein. Miami à 35. Et les Nets sont à 1000. Voilà. Si vous voulez perdre de l'argent, n'hésitez pas à foncer. J'en profite aussi pour finir, non, j'aurai pas le temps de faire de quiz, mais pour vous rappeler aussi, mesdames et messieurs, qu'il reste 2 semaines de compétition pour certaines franchises. Eh oui, on a souvent du mal à l'interpréter, et tous les ans je le rappelle, parce que là on est dans la folie, des trucs de classement, Pelicans, Suns, machin. 14 franchises vont être en vacances dans 2 semaines, d'accord? Donc profitez de Wemby, profitez de Deni Avdija, profitez des Wizards, profitez de Utah, profitez des Grizzlies, profitez des Blazers, profitez de Toumani Camara, de Diop Reith. Profitez évidemment de Brandon Miller, qu'on ne reverra pas. Profitez des Raptors, de Grady Dick, puisqu'on aura bien évidemment ces équipes absentes des playoffs ou même du play-in. Et d'ailleurs, on les retrouvera en octobre. C'est dans hyper longtemps. 16 équipes seront encore en vie dans 2 semaines. 14 partiront en vacances. Qui sera encore présent? Qui sera absent? Profitons à fond, notamment de Monsieur Victor Wembanyama, parce que dans 2 semaines, il n'y a plus de Wemby en NBA. La prochaine fois, c'est avec l'équipe de France. Et ensuite, on devra attendre octobre en espérant que je pète pas un cap pendant les 30 previews parce que les Spurs n'auront pas recruté un meneur gestionnaire de qualité. Oh! Voilà! Profitez de Curry, exactement. Ou des Lakers ou des Suns. Une de ces équipes n'ira pas en playoff. Voilà, c'est comme ça, c'est mathématique. Sur ce, mesdames et messieurs, et fanbase du Thunder, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une excellente nuit. Celles et ceux qui vont regarder les matchs de merde de cette nuit, on se retrouve tout de suite sur Twitter. Ceux qui vont aller se coucher, je vous embrasse fort. Merci aux copains et copines qui ont envoyé des subs, bien évidemment. À Léonce qui était à la prod. On se retrouve très vite, comme d'hab, sur vos réseaux sociaux préférés, sur la chaîne YouTube et Twitch de Trash Talk. Je vous aime fort, c'était Allez Café. Et évidemment, le Thunder doit aller gérer son avenir. Sam Presti a fait le travail. C'est aux joueurs de terminer évidemment avec la bagouze. Des bisous, à très vite. Je vous laisse en musique. Et on se retrouve évidemment devant les matchs. Et pour ceux qui ont regardé le replay, très bonne journée à vous sur Trash Talk. À la prochaine. Ciao.